Rebonsoir, le remaniement, la Macronie, nous allons en parler pendant une demi-heure avec Hélène Salvi, journaliste à Mediapart, et puis Luc Rouban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, vous êtes directeur de recherche au CNRS, et vous publiez aux éditions Les Presses de Sciences Po un essai qui est très intéressant, et c'est très documenté également, sur le paradoxe du macronisme. On va en parler. On a examiné la semaine dernière qui étaient les militants d'En Marche à partir de cette étude de Terra Nova. Et ceux qui nous regardent peuvent retrouver ce débat vidéo qui s'était noué la semaine dernière à partir de ce rapport, de cette longue étude de Terra Nova. Avec vous, on va voir un peu les ressorts du vote de 2017 et puis comment fonctionne Emmanuel Macron. Mais avant cela, on a découvert hier à 20h le président, ses explications, ses premières paroles officielles après 3 mois de crise, de brouhaha et de couacs divers. Eh bien, regardez, Emmanuel Macron, hier à 20h, un court extrait de son allocution aux Français. Souvenez-vous, il y a seulement un an, combien nous disaient sur tant de ces réformes que c'était impossible, que le pays allait être bloqué. Et pourtant, cela était fait. C'est pourquoi il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce dont vous pouvez être sûr, au contraire, c'est qu'il y a une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité. Et que cette volonté est aujourd'hui plus forte encore. Alors, Hélène, on ne va pas en parler un quart d'heure, mais ce que tout le monde a retenu, tous ceux qui ont regardé le président, on s'est d'abord demandé, mais pourquoi une telle image? Un président qui est décadré, des reflets dans tous les sens, une lumière qui n'est pas là où il faut, pas de prompteur, un président qui annonce parfois à partir de notes. Qu'est-ce qui s'est passé sur la réalisation? Sur la forme. Sur la forme. À vrai dire, je pense qu'eux-mêmes n'en savent trop rien, parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont découvert a posteriori que ça a donné ce résultat-là. Après, ils vont commenter ad vitam aeternam sur le fait que l'essentiel, c'est pas les ampoules manquantes, mais le fond du propos, sans quoi ils n'ont pas complètement tort. Mais dans un climat où on parle souvent d'amateurisme, en parlant de l'Élysée, c'est vrai que les images sont assez étonnantes. Surtout qu'il y a à l'Élysée un studio, des équipes techniques performantes et tout. Donc c'est peut-être une volonté de se montrer, je ne sais pas, plus humble. Non, plus proche des Français, non? Je pense qu'il n'y a pas énormément d'exégèse à faire sur les images, mais en revanche, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il commence son allocution en disant « Je tenais à faire cette allocution parce que je tiens à renouer le contact direct avec les Français ». Et donc le contact direct avec les Français, c'est une allocution enregistrée depuis l'Élysée dans la pénombre. C'est assez étonnant comme conception du contact direct avec les Français, mais... Alors, il y a dans cette allocution une affirmation « je tiens bon le cap et il n'y a pas de tournant ou d'inflexion de la politique conduite depuis 1 an et demi ». Et je fais une petite autocritique, c'est j'ai pu dire des choses ou avoir des comportements qui ont pu blesser des gens. L'autocritique, c'était le cœur du propos, une vraie volonté de donner un signal, là, après des semaines de... C'était pas le cœur du propos, mais ce qui est sûr, c'est que c'était indispensable. En tout cas, c'est ce que disait son entourage. Il fallait faire cette autocritique pour une partie de son entourage, hein, pour que le reste du propos soit entendu. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un problème aujourd'hui identifié parmi les proches d'Emmanuel Macron, qui est un problème de perception. Quelle image il a auprès des Français depuis 3 mois? Il est assez clair que c'est une perception qui est assez négative. Donc, plusieurs de ses proches lui ont dit depuis des semaines, et c'est d'ailleurs ce que
Gérard Collomb, à sa façon, disait aussi au début du mois de septembre, en parlant de l'hubris, etc., qu'il fallait peut-être faire preuve d'un peu d'humilité et expliquer que ce qu'il appelle, alors lui, il appelle ça le franc-parler, d'autres appellent ça des macronades, on peut le qualifier de tous les termes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des phrases qui ont été prononcées par le président de la République depuis un petit moment déjà, qui ont fini par faire une image du chef de l'État qui n'est clairement pas la bonne image. Luc Ruban, donc dans votre essai « Le paradoxe du macronisme », et en fait, c'est de nombreux paradoxes que vous nous décrivez. Il y en a un, c'est finalement une campagne qui est faite et qui est revendiquée, et même un projet politique qui est revendiqué sur l'horizontalité. Oui. Nouveaux modes d'engagement, nouvelles manières pour les gens et les militants de s'investir, et puis ensuite un exercice du pouvoir ultra-vertical, avec là aussi une soudaine théorisation de cette verticalité du pouvoir. Quand vous voyez l'allocution d'hier et le remaniement, comment vous l'analysez ? On est toujours dans la verticale du pouvoir, comme dirait Vladimir Poutine ? Je pense que nous sommes toujours dans la verticale du pouvoir, mais une verticale fragile. Et on a surtout le sentiment d'une reprise en main, dans l'urgence, dramatisée, parce que dans le fond, on sent bien que ce qui s'est passé en 2017, on en a construit un récit très vite, mais ça repose un petit peu sur du sable. C'est-à-dire que ça repose effectivement sur un certain nombre de paradoxes. Une grande partie de l'électorat de gauche s'est rallié à Macron, par défaut, donc il est élu par défaut. Pour faire barrage à Marine Le Pen. Pour faire barrage à Marine Le Pen, pour éviter un débat au second tour entre François Fillon et Marine Le Pen. Vous avez finalement un noyau dur, on y reviendra sans doute tout à l'heure, de sociolibéraux, mais qui est très restreint. Donc vous avez une élection par défaut, vous n'avez pas de parti constitué, ou un parti de novices, notamment à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas très expérimentés et qui n'ont pas vraiment le métier de politique vraiment en main. Et puis, vous n'avez pas de racines locales. Donc tout ça est très fragile. Et on sent bien, suite à un certain nombre de critiques et suite à l'affaire Benalla, en plus, on a sans doute un problème avec la haute fonction publique. On sent bien qu'on a des cercles internes du pouvoir qui sont très concentrés, qui prennent des décisions très contestées et très contestables, avec des personnages un peu douteux. Donc, si vous voulez, on a le sentiment, je pense, que du côté de la République En Marche, on a le sentiment à la fois que, effectivement, les choses avancent, mais que tout cela est très fragile, que cela nécessite de nouvelles explications, une nouvelle pédagogie, et finalement une reprise en main. Mais la verticalité appelle la verticalité, c'est-à-dire que la reprise en main vient de l'Élysée, et on voit bien, à travers le remaniement, qu'il ne s'agit pas de faire venir de nouvelles personnalités importantes de gauche ou de droite, mais plutôt, je dirais, des personnalités sans doute tout à fait honorables et compétentes, mais plutôt des personnages plutôt techniciens ou qui vont avoir une mission très précise dans le cadre du macronisme. Alors, Hélène, ce remaniement, et c'est pas faire injure aux personnes qui rejoignent les ministères, mais c'est des inconnus remplacent des inconnus quand même. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'on a eu une vraie évolution. Quand a été annoncé le tout premier gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017, il y avait quelques noms qui claquaient un peu, si je peux employer cette expression. Nicolas Hulot, Laura Flessel, qui est très populaire. À sa façon aussi, Françoise Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture. Et puis François Bayrou, voilà, des poids lourds plus classiques. Une espèce de vrai équilibre entre des gens venus de la société civile, un peu chic, des personnalités de la télévision et des poids lourds politiques. 1 an et demi après, on n'est plus vraiment là-dedans pour tout un tas de raisons. La première est une raison politique. Alors bien sûr, ils s'en défendront toujours du côté de l'exécutif, mais la raison première, c'est que concrètement, qui veut aujourd'hui intégrer ce gouvernement ? Alors, est-ce qu'il y a eu des refus ? Pas grand monde. Oui, il y a eu pas mal de refus. Pas mal de refus ? Oui, il y a eu pas mal de refus. Moi, d'après ce que je comprends, alors on a beaucoup lu qu'il y avait eu des refus politiques, de personnalités politiques pour des raisons qu'on peut imaginer. Je pense que c'est assez vrai. Mais le plus étonnant, c'est que la plupart des refus, de ce qu'on m'explique, proviennent de personnalités issues de la fameuse société civile. C'est-à-dire que des postes à haute responsabilité ont été proposés à ces personnes-là et ont été refusés. Ça, c'est quoi ? C'est l'impact de la démission de Hulot ?
C'est le constat fait par Hulot. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire, mais certainement, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que la promesse de la société civile telle que présentée par Emmanuel Macron, elle n'est pas franchement au rendez-vous. Et on le voit aussi, d'ailleurs ça rejoint ce que vous disiez, on le voit aussi dans le poids de la haute fonction publique. C'est-à-dire que les personnes issues de la fameuse société civile, aujourd'hui, même si certaines ont pris un peu de galon politique, je dirais, comme Marlène Schiappa ou Jean-Michel Blanquer, mais enfin qui lui-même provient de la haute fonction publique, ils sont quand même plus ou moins dirigés par leur administration. Alors, Luc Rouban, vous nous expliquez... D'abord, juste un mot sur votre méthode de travail. Vous avez travaillé d'abord sur toute une série d'études du CEVIPOF et d'enquêtes d'opinion, etc. Puis ensuite, vous avez examiné systématiquement, par exemple, la composition des cabinets ministériels, les CV des nouveaux parlementaires. Et parmi les nombreux paradoxes notés, vous nous dites, finalement, c'est l'Assemblée nationale la plus élitiste de la Ve République, avec un groupe, La République En Marche, qui est d'une sociologie horriblement cohérente. C'est un peu du reste ce qu'avait écrit, ce que tu avais écrit, Hélène, avec Mathieu Magnodex, où nous on avait écrit, c'est finalement la société des gens qui vont bien. Oui. Et là, vous, en épluchant tout ça, vous nous montrez un profil de parlementaire, donc c'est aussi une base électorale, c'est la base parlementaire de Macron, qui est à la fois homogène sociologiquement et sans véritablement corpus idéologique commun. C'est-à-dire, effectivement, elle est très fermée sur le plan sociologique, c'est-à-dire qu'en fait, on a une Assemblée nationale qui n'a jamais été aussi élitaire. Donc, on a un pourcentage, une proportion de représentants des classes supérieures qui n'a jamais été aussi élevée. Et il faut bien reconnaître que ça, c'est l'effet direct de l'absence d'appareils partisans. Parce qu'il ne faut pas oublier que les appareils partisans, que ce soit le Parti socialiste, même les Républicains, autrefois UMP ou RPR, ont quand même peut-être le défaut de professionnaliser les adhérents et les élus, mais ils ont comme grande qualité de recruter dans la population, dans les différentes couches de la population, y compris des militants d'origine modeste, de les former et de les amener à la politique. À partir du moment où vous ne passez pas par un appareil partisan, mais vous dites « je vais directement m'adresser à la société civile », et ben vous tombez sur la société civile des notables, parce que franchir le pas pour être candidat à l'Assemblée nationale, c'est quand même quelque chose. Il faut en avoir les moyens sociaux, financiers, économiques. Il faut déjà avoir une situation, un statut social bien établi. Donc si vous voulez, cet appel direct, et c'est là toute l'ambiguïté, c'est que l'appel direct à la société civile, ça peut se traduire effectivement, et ça s'est traduit concrètement, par un recrutement social particulièrement étroit qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Oui, parce que l'appel direct, c'est accompagné d'un comité de sélection de candidatures et donc d'un casting de ce qu'allait être la future majorité parlementaire. Et absolument. Casting qui a sans doute amplifié ce phénomène. Ah, écoutez, bon, il faut bien voir aussi que quand moi j'ai suivi notamment tout le processus d'investiture des candidats pour les législatives, et c'est vrai que ce processus a été très contrôlé par le centre, avec des référents départementaux qui parfois, aux grandes dames des militants de la République En Marche, étaient écartés, donc on allait trouver quelqu'un d'autre. On a réservé quand même une quarantaine de circonscriptions aussi au MoDem, donc on a écarté des candidats naturels de la République En Marche en disant non, cette circonscription, c'est terminé, c'est pour le MoDem. Donc déjà, au moment de la constitution du monde nouveau, il y a du monde ancien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la négociation et dans, je dirais, le compromis, un petit peu style Troisième République, en disant, bon, on va garder certaines circonscriptions, on va préserver certains fiefs, et puis on va constituer une forme de coalition électorale. Donc déjà, dans le monde nouveau, il y a du monde ancien, très vite. Donc c'est ça le problème aussi. Et on le voit un petit peu aussi à travers le remaniement. C'est-à-dire que dans le fond, 15 jours pour un remaniement, c'est extrêmement long. Je crois que ça n'avait jamais été atteint, cette durée n'avait jamais été atteinte pendant la Ve République. Alors pourquoi ces 15 jours selon vous? Parce que pour un résultat qui n'est tout de même pas une succession de feux d'artifice. Oui, je pense qu'effectivement on revient un petit peu au monde ancien, c'est-à-dire qu'on a dû avoir un certain nombre de négociations, l'impossibilité aussi de continuer, de poursuivre cette politique de déstabilisation de la gauche et de la droite en attirant des poids lourds des deux côtés, et là c'est un vrai problème. Donc l'obligation
aussi de ne pas laisser trop le Premier ministre prendre une certaine emprise sur, je dirais, l'ensemble du système institutionnel, dans la mesure où il aurait pu faire venir un certain nombre de ses amis ou de ses relations. Donc garder un équilibre qui se traduit finalement par un recrutement, là aussi, très étroit, dans les cercles fermés de la Macronie, M. de Normandie, M. Attal, qui sont des proches d'Emmanuel Macron, qui ont participé activement à sa campagne. Donc, si vous voulez, finalement, on voit une forme de rétrécissement du macronisme un petit peu sur lui-même, avec aussi une autre conséquence, je crois qu'on n'a pas suffisamment soulevée, à savoir que finalement, les ministres aujourd'hui, à force des techniciens, ressemblent de plus en plus à des membres de cabinet. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une espèce de régime présidentiel un petit peu à l'américaine, sans en avoir les institutions, où finalement les ministres n'ont plus beaucoup d'autonomie politique, sont très peu connus du grand public, comme aux États-Unis d'ailleurs, personne ne les connaît. Hein. Mais en revanche, avec un cabinet élyséen ou autour du Premier ministre très puissant, qui concentre le pouvoir, et finalement donc des personnels ministériels qui sont là pour exercer des tâches techniques et qui sont des fusibles qu'on peut changer assez vite. Hélène, toi qui as suivi de près ces 15 jours de tractations diverses, finalement, ce remaniement dans des constructions extrêmement minutieuses d'équilibre politique, l'objectif, c'est quoi? C'est des européennes? C'est autre chose? L'objectif, il est en fait éminemment politique. C'est-à-dire qu'en faisant un tel casting, Emmanuel Macron a essayé de colmater les brèches. C'est-à-dire d'un côté, de colmater les brèches avec le MoDem, en faisant rentrer Marc Fesneau, qui était le président du groupe à l'Assemblée nationale, du groupe MoDem, en faisant monter Jacqueline Gourault, qui est aussi issue du MoDem, parce que le parti centriste, qui est le partenaire principal de la majorité macroniste, commençait un petit peu à s'agacer de plusieurs choses, sur la réforme constitutionnelle, sur l'élection de Richard Ferrand au perchoir. Il y a eu quelques petits sujets de crispation, donc il fallait rassurer ce partenaire en vue des échéances futures. Par ailleurs, en faisant entrer Franck Riester à la culture, c'est-à-dire celui qui était président d'un parti en composition qui s'appelle Agir, la droite dite constructive, c'était une façon aussi de s'assurer... Venu de Les Républicains. Venu de Les Républicains, ami d'Édouard Philippe, etc. C'était aussi une façon de s'assurer que ce groupe... qui oscille entre le centre et la droite dite jupéiste, ne fasse une liste autonome pour les européennes, puisque cette chose-là est pas encore actée. L'enjeu, c'est ça, c'est d'empêcher la constitution d'une liste qui aurait pu rassembler des milieux du centre et des jupéistes. Bon, une liste entre Juppé et Bayrou, quoi. Une liste entre les Républicains et En Marche. Non, Bayrou, il y a peu de chances qu'il crée une liste autonome, ni le MoDem, ni aucune personnalité du MoDem. En revanche, il y a une formation politique qui s'appelle l'UDI, qui est quand même pas n'importe quoi, qui concentre quelques élus. Il y a effectivement toute cette droite juppéiste, alors qui rassemble des gens qui n'ont pas forcément soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre en 2016, mais qui, aujourd'hui... ne se reconnaissent clairement pas dans la droite Laurent Wauquiez et qui, du coup, sont en train de trouver une espèce d'espace politique de centre-droit, ce qui est compliqué avec Emmanuel Macron, qui l'occupe déjà pleinement, certes, mais enfin, ils essaient de construire quelque chose. Donc, la crainte, et Emmanuel Macron l'a redit hier dans son allocution, c'est qu'il ne puisse pas, en vue des européennes, qui s'annoncent quand même, contrairement à ce qu'on pensait il y a encore quelques mois, être un scrutin très compliqué pour Emmanuel Macron, il veut, lui, avoir une majorité la plus large possible pour cette élection-là. Et c'est une des raisons aussi qui explique ces équilibres gouvernementaux. Alors, Luc Rouban, on va revenir sur finalement les bases politiques d'Emmanuel Macron. Et dans votre essai, à partir des nombreuses études statistiques que vous exploitez, il y a une surprise, il y a un paradoxe, je l'énonce. Au total, l'électorat d'Emmanuel Macron réunit 63% d'électeurs antilibéraux, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors, comment Emmanuel Macron, qui revendique une politique sociale libérale, dont on ne voit guère le volet social, peut-il avoir une base électorale
avec 63% d'électeurs qui se définissent eux-mêmes comme des anti-libéraux. Ah ben ça, c'est l'effet direct de cette élection par défaut, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez surtout des transferts. Quand on étudie, notamment à travers le panel électoral français, donc qui reposait sur 25 000 enquêtés suivis pendant 2 ans, sur 18 vagues, quand on suit donc à travers ce panel les transferts de voix, on voit très nettement qu'il s'agisse des cadres ou des ouvriers, qu'on assiste à un transfert plutôt des électeurs de gauche socialiste, vers Macron, beaucoup plus important que le transfert des électeurs de droite vers Emmanuel Macron. Donc en fait, c'est l'apport de la gauche qui va lui permettre de gagner au premier tour de manière relative et ensuite, évidemment, au second tour. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre qu'on est en fait dans une grille, dans une grille à double entrée. C'est-à-dire que vous avez un certain niveau de libéralisme économique, et puis un certain niveau de libéralisme culturel ou sociétal, c'est-à-dire la tolérance, par exemple, en matière d'immigration, de sexualité, etc. Et là, vous avez 4 possibilités. Or, Emmanuel Macron correspond à une possibilité très précise, c'est le libéralisme économique associé au libéralisme culturel. C'est ce que beaucoup de gens ont cru. Voilà. Mais rien que ça, c'est 5 à 6% de l'électorat français, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire que vous avez par ailleurs, finalement, 2 dynamiques qui le prennent un peu en tenaille. C'est que d'un côté, vous avez finalement relativement peu d'enquêtés, et donc de Français, on peut exploiter l'enquête en estimant que ce sont quand même des Français, des électeurs. Enfin, disons d'enquêter, pour être scientifique, d'enquêter, une grande majorité d'enquêtés sont relativement peu libéraux sur le plan économique. Ils ne veulent pas une réduction du nombre de fonctionnaires, ils veulent défendre les services sociaux, ils veulent bien que, bien sûr, ça s'arrange, que ça soit, il n'y ait pas de gâchis, qu'il n'y ait pas, bien sûr, que ça soit bien géré. Mais globalement, on n'a pas une explosion de libéralisme comme on a pu l'observer dans certains pays anglo-saxons dans les années 80. Et de l'autre côté, sur le terrain du libéralisme culturel, vous avez une régression sur certains points, notamment l'immigration et l'islam. C'est-à-dire que sur ce terrain-là, les Français de 2017, mais aussi de 2018, sont beaucoup moins libéraux et tolérants qu'ils ne l'étaient dans les années 2010 ou 2000. Et ils sont beaucoup moins tolérants aussi et libéraux que la plupart des électeurs qu'on trouve aussi dans d'autres pays européens, dans les enquêtes européennes. Un pouvoir vertical, une assemblée élitiste comme jamais, une base électorale à contre-pied, d'une certaine manière. Quels sont les autres paradoxes de cette présidence Macron ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà extraordinaire que ça puisse tomber. Moi, je pense que l'autre paradoxe, si vous voulez, c'est son ambiguïté vis-à-vis de l'appareil d'État. C'est-à-dire que c'est à la fois un haut fonctionnaire qui revient de pantouflage, qui revient du secteur privé, qui aime bien s'entourer d'ailleurs de hauts fonctionnaires ayant pantouflé venant du secteur privé. On le voit d'ailleurs aussi dans le remaniement. On a des personnes qui ont un peu ce profil-là. On en voit beaucoup dans son entourage au sein du cabinet de l'Élysée. Et en même temps, si vous voulez, vous avez, cette volonté de réaffirmer l'autorité de l'État. Là, c'est un paradoxe central. Et on le sent bien dans l'affaire Benalla, le malaise des hauts fonctionnaires, je dirais, non politisés et non pantoufleurs. Parce qu'il y a haute fonction publique et haute fonction publique. Ce n'est pas un monde homogène, c'est un monde assez fragmenté. Et vous avez des modèles, vous avez des types de professionnalités très, très différents. Et on l'a bien vu dans l'affaire Benalla, on voit un préfet de police qui parle de copinage malsain. Enfin, je veux dire, franchement, sous la Ve République, voir un préfet de police dire ça en public, c'est quand même rarissime. Enfin, pour moi, c'est la première fois. Donc, je suis né avec la Ve République, donc je vois un petit peu la rareté du phénomène. Mais si vous voulez, donc vous avez je pense, ce malentendu et cette méfiance d'une partie de l'appareil d'État vis-à-vis d'Emmanuel Macron, alors même qu'il était là pour réaffirmer l'autorité de l'État en essayant de reprendre un peu les habits du général de Gaulle. D'ailleurs, on a eu tout un ensemble de récits extrêmement flagorneurs qui se sont multipliés après son élection en disant c'est le nouveau Bonaparte, c'est le nouveau de Gaulle, tout qui est passé. À colomber les 2 églises. Voilà, etc. Mais il est loin d'être gaulien. Il est loin d'être gaulien. Parce que, ayant aussi fait des travaux d'histoire, sur notamment le gaullisme des hauts fonctionnaires, sous le général de Gaulle, on avait des hauts fonctionnaires qui provenaient d'horizons politiques variés, qui n'étaient pas choisis en fonction d'une participation à des réseaux personnels, surtout en fonction de leur participation à la résistance, et des ministres qui avaient une grande autonomie de fonctionnement. Donc on n'est pas du tout dans ce schéma-là maintenant, on est dans un schéma de concentration extrêmement fort
forte au niveau de l'Élysée et de Matignon, et des ministères qui sont de plus en plus techniciens, avec des hauts fonctionnaires qui se réduisent de plus en plus à des gestionnaires. Ça, c'est un vrai problème. Ce que vous décrivez dans votre livre, c'est effectivement la base de Macron, sa base dans l'appareil d'État, ce sont des hauts fonctionnaires qui ont fait les allers-retours avec le privé. Voilà. Et ce que vous nous expliquez, c'est que, évidemment, ces gens qui sont allés pantoufler, parfois dans des conditions assez exorbitante. C'est quelque chose qu'on chronique assez régulièrement sur Mediapart, reviennent en voulant évidemment insuffler dans l'appareil d'État les fameuses règles du New Management. Ouais. D'où tension extrême avec une haute fonction publique, je vais dire plus classique, voilà. Ça ne veut pas dire conservatrice, plus classique. Donc c'est aussi une des fragilités de ce pouvoir. Si Oui, tout à fait, parce que si vous voulez... Alors, il y en a une autre, en parallèle, qui est aussi très puissante, c'est la rupture avec les élus locaux. Donc ça l'isole beaucoup. Hein. Alors là, le remaniement tente d'y remédier avec trois ministres et sous-ministres. On a confié à un ministre Bodem le soin de se rabibocher avec les élus locaux, ce qui en dit long d'ailleurs, parce que dans le fond, personnalité qui a effectivement des racines locales, il n'y en a pas tellement dans le milieu du macronisme, mais donc là aussi on a un souci. Mais globalement, c'est vrai qu'on a une grosse interrogation, on est dans le flou pour l'instant, quant à l'avenir de l'appareil d'État, tout autant qu'on l'est en matière de projet social. Et ça, c'est peut-être aussi tout ce qui pèse sur, je dirais, l'action actuelle du gouvernement et peut-être qui a dicté d'une certaine manière le style un peu incongru de l'intervention du président de la République hier soir. Hélène. Oui, simplement sur la technostructure et sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont issues du privé, qui intègrent les administrations. De toute manière, Emmanuel Macron l'a théorisé depuis très longtemps. C'est ce qu'il veut faire. Il veut complètement réformer cette haute administration pour qu'elle ressemble de plus en plus au privé. Et ce que... Nous observons comme quelque chose de négatif pour l'appareil de l'État. Lui, il est persuadé que c'est la grande transformation, justement, que cet appareil de l'État nécessite. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va aller vers un modèle... L'État devient entreprise. Voilà, c'est un petit peu aussi le modèle qu'on trouve dans certains pays anglo-saxons, c'est-à-dire des agences plus autonomes. Je pense qu'on va aller vers un projet d'autonomisation aussi des établissements d'enseignement secondaire. Donc c'est l'idée d'autonomie, de gestion à distance, avec de l'évaluation, des critères de performance, des rémunérations à la performance. Bon, tout ça, ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fonctionne pas très bien non plus dans les pays anglo-saxons. On a fait le bilan de tout ça depuis au moins une bonne dizaine d'années. Mais ça reste toujours un peu une certaine philosophie partagée, notamment par une partie de l'inspection des finances depuis des années. Oui, mais vous dites que c'est un peu le grand fantasme de l'inspection des finances. C'est ça, avec qui généralement, ça n'a jamais marché, mais l'inspection des finances en rêve. Avec la philosophie dérivée de la pensée de Michel Crozier, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de clivage partisan, tout ne tient qu'à des questions organisationnelles et de gestion, de management. Si la société française est bloquée, c'est pas parce qu'il y a des problèmes politiques, c'est parce qu'il y a des problèmes d'organisation, et nous, on sait faire, et on peut les résoudre. C'est d'ailleurs pourquoi ils emploient tout le temps l'expression « on va réparer le pays », ce qui quand même en dit long sur leur projet. Bien, merci beaucoup, merci Hélène. Luc Rouban, merci d'être venu. Votre livre, Le paradoxe du macronisme, vous auriez dû titrer « Les paradoxes du macronisme », parce que quand on l'a terminé, on se dit « ouh là là, il n'y en a pas qu'un ».